Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons pour la critique de Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan, avec le grand retour de Josh Hartnett au cinéma. Avant de vous parler du film, je vais vous vendre le pitch très rapidement, si vous aviez loupé la bande-annonce. C'est un père de famille qui emmène sa fille dans un concert, et peu après le début du concert, il va apprendre, en voyant qu'il y a des effectifs de police un peu partout, que la police traque un tueur en série dans la salle. Je vous en dis pas plus, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y avait un premier teaser qui vendait ce pitch-là, et après ils ont fait une plus grande bande-annonce qui spoil un petit truc. Et je vous rassure sur quelque chose, c'est qu'heureusement, qui dit Shyamalan, dit film à rebondissement. Il y a plein de petits twists que je ne vous spoilerai pas, bien évidemment, dans la vidéo. Je ferai peut-être à un moment donné une coupe pour aller un peu plus en profondeur dans la critique, parce que là, si je peux pas rentrer dans le scénario, ça va être très très dur. Je vous préviendrai. Mais en tout cas, je vais au moins vous dire ça. Parce que là, je vais sortir la vidéo mercredi. J'ai vu le film hier, on était un vendredi, là je tourne un samedi. Mais je vais attendre mercredi. J'ai vraiment pas envie de spoiler les gens. Et je me dis, si jamais il y en a qui écoutent mes conseils, je vais vous dire que c'est un film que j'ai aimé. Voilà, c'est rare que je vous le dise. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un film qui est frais, qui fait du bien en ces temps où il fait vraiment très très chaud. Même si c'est un film que j'aurais plutôt vu sortir en septembre-octobre, vu l'ambiance du film. Petit aparté sur Shyamalan, c'est un réalisateur que j'ai découvert à ses débuts en 1999, j'étais allé voir Sixième Sens à Singapour. Je l'avais beaucoup aimé, avec Bruce Willis et Haley Joel Osment, c'était une très très bonne surprise. J'avais retenu le nom du réalisateur, si bien qu'un an après, c'était en décembre 2000, sortait Incassable, j'ai foncé au cinéma le voir, j'ai adoré. C'est certainement le film que j'ai préféré dans sa filmo, je l'ai revu plusieurs fois. Et alors en 2002, quand sortait Signs, je peux pas vous dire à quel point j'étais overhypé avec Mel Gibson, je me suis dit ça va être un chef-d'œuvre avec des aliens en plus, ça va être magnifique. J'étais ressorti déçu, mais plus je revois le film, plus je l'apprécie, je l'ai encore vu il y a pas si longtemps, je l'avais montré à vidéo. C'est un film qui vieillit bien avec le temps, je trouve. Mon divorce avec Shyamalan, ça a été Le Village. Pareil, je suis allé le voir Day One, je me suis dit le mec fait que des bons films, 3 très bons films. The Village, j'ai été immensément déçu. Parce que Shyamalan nous avait habitués à mettre des twists à la fin de ses films, ce qui justifiait un deuxième visionnage, parce que ça mettait tout en question à chaque fois. Et The Village, il avait changé d'approche. Le twist arrive à la moitié du film, et pendant quasiment toute la séance, du coup, je me suis ennuyé à mourir. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il va y avoir autre chose. Il va y avoir un twist. Il va y avoir une surprise qui n'est jamais arrivée. Les années passent, Shyamalan sort des films avec des critiques mitigées. J'ai un tel rejet avec Le Village que j'attendais à ce que les critiques soient très très bonnes avant d'y aller. Et en fait, il n'y en a jamais eu. Chaque fois qu'il sortait un film post Le Village, les critiques étaient vraiment très très moyennes. Et j'ai renoué avec ce cinéaste en 2017, je crois, c'était à Gérard Arnay quand ils ont présenté Split en ouverture de festival. Je m'attendais à rien. Et j'ai beaucoup aimé la prestation de James McAvoy, mais le film m'a vraiment laissé sur ma faim. Par contre, quand j'ai vu qu'il y avait une connexion avec Incassable, ça m'a fait super plaisir. Par contre, quand Glass est sorti, la suite d'Incassable, la vraie suite, catastrophe. Catastrophe, du coup je suis pas allé voir les films d'après. Bref, vous comprenez que mon rapport avec ce réa est très 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 compliqué. Ce qui justifie que je sois allé voir Trap en avant-première, c'est la présence de Josh Hartnett. Je crois que je vous en parlais il y a un an dans Oppenheimer. C'est un acteur que j'aime beaucoup, j'ai grandi avec lui en quelque sorte. Moi je l'ai découvert dans son premier film. Je crois que c'était son premier film, Halloween 20 ans après. Même si je crois qu'il avait été... je crois qu'il avait tourné dans The Faculty peut-être un peu avant, mais bon bref. C'est des films qui sont sortis quasiment en même temps. Il y a un Noël où mon père nous avait amené à la Fnac et il m'avait dit tu peux choisir 2 films en DVD. Et j'avais choisi notamment Halloween 20 ans après. Pour l'anecdote, après on avait mangé dans un restaurant avec mes grands-parents, on a pris des huîtres, on a pris l'avion le soir pour aller à Singapour, 12 heures d'avion. Juste après, quand on est rentré, je regarde Halloween 20 ans après et j'ai vomi devant le film à cause des huîtres. Donc ma découverte avec Josh Hartnett, c'est que j'ai vomi en le regardant. Ça m'a marqué, je crois que c'est ça le truc. Non, en fait, ce mec, je trouve qu'il a un truc très mystérieux dans le regard, je trouve que c'est un acteur qui était immensément sous-exploité. J'ai vu quasiment tous ses films de la grande période, enfin quand il était jeune on va dire. J'ai vu Halloween 20 ans après, si vous voulez mon avis sur ce film, allez voir la rétrospective Halloween. Je l'ai vu dans The Faculty, que j'avais beaucoup aimé, je crois que c'est le film que je préfère de sa filmo quand il est jeune.
dans Virgin Suicides évidemment, que j'ai pas revu depuis très longtemps, faut absolument que je le revoie. Après il y a eu Pearl Harbor, j'ai un rapport très compliqué avec ce film, même avant que je le voie au cinéma, la promo autour du film c'était vraiment vendu comme... vous savez, ça me faisait penser à des producteurs qui voulaient reproduire le succès planétaire de Titanic en mode on va faire un énorme métrage de 3 heures, en jouant à fond dans l'émotion, sauf que à la réa c'était Michael Bay, j'avais pas du tout aimé. Peu après sortait La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, pareil pas trop apprécié, vous savez pour moi Ridley Scott c'est très compliqué à part Alien et Blade Runner. Il y a eu des comédies romantiques à la con comme je crois 40 jours et 40 nuits, bon daube absolue mais il y avait Josh Hartnett donc j'étais obligé de le voir. Et je crois que le dernier film dans lequel je l'ai vu c'était le Dahlia Noir de Brian De Palma en 2006 que j'avais détesté. Et j'ai un doute sur le fait, j'aurais dû vérifier ça avant, je sais plus s'il jouait dans Zodiac de Fincher, que j'ai pas du tout aimé non plus, je sais plus. Bref, après il a un peu disparu parce que j'ai appris ça longtemps après, mais il a fait un rejet d'Hollywood, parce qu'il avait des stalkers, et il devenait trop populaire, il était reconnu partout, il a pas supporté. Il a commencé à refuser des rôles, et quand tu refuses des rôles à Hollywood, très très compliqué de se maintenir. Donc il a disparu pendant très longtemps, toute la décennie 2010, à part dans des séries comme Penny Dreadful que j'ai pas regardé, je crois qu'on l'a jamais revu dans un premier rôle au cinéma. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est dans la saison 6 de Black Mirror, il est en lead avec Aaron Paul. J'ai beaucoup aimé l'épisode, à part le twist de fin que je vous spoile pas. Et évidemment, je l'ai retrouvé dans Oppenheimer au cinéma, ça m'a fait très plaisir. Je crois que je l'ai dit avec Hideo l'année dernière, je vous avais dit à quel point j'aimais Josh Hartnett, à quel point j'aimerais le voir revenir dans un premier rôle. Et Jésus m'a écouté, merci M. Night Shyamalan de l'avoir mis en lead, ça me fait très plaisir. Donc voilà pour la petite rétro Shyamalan Josh Hartnett. Donc pour ceux qui comme moi sont fans de cet acteur, bon, outre le fait qu'il est très très bien vieilli, il bouffe l'écran, il est quasiment dans tous les plans, il joue extrêmement bien, ça fait extrêmement plaisir de le voir dans un rôle comme ça. Rôle que je vais pas vous détailler plus que ça, c'est un personnage qui s'appelle Cooper, qui est père de famille, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. La petite Riley, qui s'appelle Riley dans le film, est jouée par une actrice qui s'appelle... Je crois qu'elle s'appelle... Attendez que je dise pas de bêtises. Ariel Dogobu. Je crois que c'est ça. Je suis désolé si j'écorce son nom. Elle joue bien. Elle joue bien cette petite. On a également Alison Peel. Je peux pas vous parler du rôle pour l'instant. Et on a surtout ma révélation du film, qui s'appelle Saleka. Vous avez peut-être vu la bande-annonce, vous avez vu qu'il y avait une artiste qui performait, dont la petite est fan dans le film. Et pendant tout le métrage, je me suis demandé, mais est-ce que c'est une actrice pop super connue, pas une actrice, une chanteuse pop super connue dont j'ignore l'existence, ou est-ce que c'est une actrice pour qui on a composé des chansons? Parce que les chansons, je les ai trouvées toutes bien. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment excellent dans Trap, c'est qu'on se sent vraiment dans un concert. Il y a tous les codes que tu retrouves, de l'entrée à la buvette, en passant par le stand de merchandising, les fans en furie avec leur téléphone, etc. Mais même l'ambiance est vachement bien retranscrite. De ce que j'ai compris, ils ont vraiment mobilisé une foule, ils ont fait un vrai concert en fait, qu'ils ont filmé. Je sais pas bien comment ils se sont démerdés du coup pour faire tout ça, mais c'est impressionnant le nombre de figurants qu'il y a dans le film. On s'y croirait vraiment, on est dans le concert. Et ce qui est vraiment casse-gueule, je crois que c'est la première fois que je vois ça avec une artiste pop. Parce que vous voyez, je peux penser à des films comme Phantom of the Paradise, où là aussi t'as un concert et t'as toute une BO qui avait été composée par Paul Williams, en tout cas en grosse partie, qui était excellente, hein, c'était génial. Mais un concert comme ça, pop intégral, ou quasi intégral, même si évidemment il y a des coupes, on n'entend pas toutes les chansons, parce qu'il y a eu 14 chansons composées pour ce concert, pour le film. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et c'est surtout que je me suis dit, putain, les chansons sont vraiment bien. Donc je suis curieux, je sors de la salle et je me dis, mais qui est cette personne? Je me suis dit, ça se trouve, je suis complètement inculte, c'est une chanteuse super connue, je vais passer pour un débile. Parce que dans le film, elle s'appelle Lady Raven. Je rentre chez moi, je fais des recherches, et donc je vois que l'actrice s'appelle Saleka. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Saleka Shyamalan. C'est la fille de M. Night Shyamalan. Mais écoutez, j'ai trouvé qu'elle avait un sacré talent. Elle a composé 14 chansons pour ce film en l'espace de 6 mois. Alors quelqu'un m'a dit, en faisant quelques recherches sur Spotify, oui mais il y a d'autres compositeurs, alors peut-être.
Ça, c'est pas une nouveauté, si tu regardes la plupart des groupes de rock des années 70-80 jusqu'à aujourd'hui, regardez quasiment n'importe quel artiste, il suffit qu'un bassiste ait écrit sa ligne de basse pour qu'il soit crédité. Pareil pour les producteurs, etc. Enfin, vous savez, une chanson, c'est rarement juste une personne, ça arrive, hein. Mais après, une chanson, c'est pas juste... c'est pas juste les notes principales, t'as les lignes de basse, t'as la batterie, enfin chaque musicien peut apporter sa petite touche, après t'as le producteur qui peut mettre un peu plus de production, qui va travailler les arrangements. Une chanson, c'est toute une science. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a au moins écrit les chansons en termes de texte. Je crois aussi qu'elle a composé niveau sonore. Enfin bref, elle se démerde super bien, elle présente super bien, elle chante super bien. Et j'ai du coup sur YouTube, là, j'ai écouté toute la journée là, des chansons pour mettre un peu dans le mood de cette critique. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter ce qu'elle fait. Vous pouvez même écouter des chansons avant d'aller voir le film. Écoutez un petit peu la BO du film, vous allez, je pense, apprécier. Bref, ça a été ma grosse surprise. Et je crois que c'est la première fois que je vois un film et que je me sens vraiment dans le concert. J'ai vraiment vécu le concert, j'ai trouvé ça top. Vraiment très très sympa. Après, c'est pas forcément ma méga cam en termes de style musical. Là, on est plutôt sur un style hip-hop, pop, hip-hop, un peu R&B. Mais c'est vraiment bien, c'est bien fait, j'ai apprécié. Qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler? C'est très très dur. J'aimerais vous dire un truc sans spoil, mais ça sera un spoil. Parce que si je vous parle de la structure du film, ça va être un spoil, donc parlons. Là, je vous dis la musique, écoutez, putain, je crois que ça fait extrêmement longtemps que je vous ai dit, allez voir le film, la BO est top. Ça fait très longtemps, hein. À chaque fois, je vous dis, la BO était pourrie, c'est naze, je comprends pas qu'on embauche des compositeurs aussi nuls. Mais écoutez, là, c'est pas le cas. Là, pour une fois, écoutez, c'est la fille de Shyamalan, elle a fait un travail exceptionnel. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je suis très content. Niveau réalisation, ce qui me fait très plaisir, c'est que là, on a un auteur, on a une patte, on a la patte Shyamalan. C'est un mec qui connaît la grammaire du cinéma, qui improvise. Il y a une utilisation des chants contre chants que j'ai beaucoup aimé dans le film. À plusieurs reprises, on a des chants contre chants qui sont raccordés en 180. Donc, ça décontenance parce que Shyamalan, à chaque fois, il a deux doigts de briser la règle. Faut pas briser la règle des 180. Ça te met vraiment dans la... Putain, Alors, je suis désolé, j'ai fait une mini-coupe parce que j'étais en train de vous parler de l'arrêt et des raccords. Et j'ai spoilé un truc sans le vouloir, donc je couperai, je biperai, bref. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Bref, du coup, ces raccords en 180 te mettent vraiment dans la peau des personnages, c'est vraiment cool, ça crée une atmosphère qui est très particulière. Il y a aussi une utilisation très spécifique. Ah non mais là aussi c'est très dur, je vais glisser dans cette critique là, c'est très compliqué. Bref, de temps en temps, on voit Josh Hartnett dont le visage est cadré, on voit juste la moitié de son visage et il est en général de ce côté de la droite pour vous, voilà. Je vous en dis pas plus, j'allais vous parler des intentions et tout, de pourquoi il a fait ça, mais c'est top. Voilà, je suis content de voir encore des réalisateurs de temps en temps avec une patte. C'est de la vraie réa, c'est un film personnel. Ça ressemble pas à la plupart des films que tu vois toutes les semaines qui sont maintenant... la façon de faire, en fait, est devenue tellement prévisible. T'as l'impression que tous les films qui sortent maintenant, enfin 80% de la production, c'est fait dans le même moule. Ou alors, sinon, les réas ont été beaucoup trop inspirés par certains grands réalisateurs et ils font des pastiches, des copies. Là, Shyamalan, il a son propre style, et non seulement j'ai apprécié ça en termes de grammaire du cinéma, mais même en termes d'intention, le fait de se retrouver vraiment dans un concert avec autant de figurants, d'avoir cette atmosphère, cette ambiance, c'est frais, voilà, c'est unique, en fait, voilà, c'est un film, je peux vous dire, on peut aimer ou pas la proposition, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose d'unique, qu'on n'a pas vu 1 milliard de fois au cinéma. Sinon, il faudra remonter à il y a très longtemps, et même voilà, vous pourrez me prendre un film comme Phantom of the Paradise, Trap est radicalement différent. Il y a une certaine tonalité. Voilà, j'essaie vraiment de pas glisser, c'est très très dur. Allez voir le film. Voilà, mon meilleur conseil, c'est d'aller voir le film. Vous n'allez pas le regretter. Certains, je sais, ça va diviser, certains seront déçus par un truc qui se passe à un moment donné, c'est Shyamalan, film à tiroir, rebondissement, etc. Ce que je peux vous dire, ce que j'aime bien, peut-être ce qu'il a changé avec le temps, au début c'était très prévisible, c'était le twist à la fin du film. À partir de The Village, il a commencé à changer, là ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs twists. Donc il y a des choses qui vont créer du débat,
Il y a des gens qui vont moins aimer certains passages, c'est très possible, mais en tout cas, vous allez vivre quelque chose que vous vivez rarement au cinéma. Voilà. Et je pense que vous réécouterez la BO en sortant du film, ou sinon, vous pouvez même commencer à l'écouter avant même d'y aller. Dans la voiture, vous mettez ça, ça va être cool. Vous allez voir, vraiment, Saleha Shyamalan a une super voix. Du reste, dans le casting, qu'est-ce que je peux vous dire? Alison Peel, alors je peux pas en parler. Voilà, Riley, Ariel Dogobu, je suis désolé, je vais écorcher le nom. Elle joue très bien. En termes techniques, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Bonne ambiance, voilà, je suis désolé, j'essaie tellement pas de glisser, donc je fais une petite coupe. Je vais spoiler un tout petit peu plus, mais pas trop, vous inquiétez pas. Et si vous voulez arrêter là, je vous comprends totalement. Allez voir le film, vous regarderez la suite de la critique après, et puis après vous m'écrirez en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pensez que j'allais jamais l'allumer? C'était le twist de la vidéo, et oui. Vous n'êtes pas parti? J'espère que si, j'espère que vous êtes au cinéma actuellement, que vous n'êtes pas en train d'écouter la suite de cette vidéo. Donc, je vais me lâcher un tout petit peu plus, mais je vais me contenir. Donc voilà, j'ai adoré toute la partie dans le concert. Mais le truc, c'est qu'il y a plusieurs parties dans ce film. On va dire qu'il y a 3 actes. On va dire qu'il y a... Ou alors il y a 2 gros morceaux. On va dire, allez, il y a 2 gros morceaux. Il y a le morceau du concert, donc c'est ce qu'on vous a vendu dans la bande-annonce. Vous avez compris que Josh Hartnett était le tueur qui était traqué par la police et qui va chercher un moyen de s'enfuir. Mais après, Shyamalan, ça lui suffisait pas. Il voulait pas un huis clos. Il a choisi de faire une deuxième partie. Et je suis très mitigé. Je suis très mitigé par la suite du film. Je vais essayer de pas tout vous raconter, je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais en tout cas voilà, il trouve un moyen de s'échapper de la salle avec sa fille. Mais ça fonctionne beaucoup moins. Et pire que ça, c'est qu'il y a une succession de petits twists jusqu'à la grande révélation à la fin d'un certain personnage. Je vais pas dire le nom de la personne, mais ce qu'on apprend par ce personnage fait s'effondrer toute la structure narrative du film. Si on y réfléchit bien, ce film n'a aucun sens. C'est vraiment mon plus gros problème avec Trap. Donc je vais pas vous dire de quoi il est question, mais à la fin, donc il y a un perso qui parle à un autre perso, et quand tu réfléchis à ce qui se passe au début du film, quand ce père s'est rendu avec sa fille dans la salle de concert, tu t'es dit, mais attends, mais il y a rien qui tient. Qu'est-ce qu'on m'a raconté pendant tout le film? Parce que la police a fait un piège de dingue, ils ont mis des effectifs de dingue, ils ont pris le risque qu'il y ait un mec comme ça dans la salle. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez de quoi je parle. En fait, ça n'a plus aucun sens. Mais j'en veux pas à Shyamalan. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, j'y ai réfléchi depuis 24 heures. Je vais voir le film hier soir et je me suis dit, mais attends, dans Terminator 2 que j'adore, qui est un de mes films préférés, à la fin, Sarah Connor, elle balance tous les trucs dans la lave. Hein, la puce, le T800, le T1000, il n'y a plus rien de Skynet. Ça n'existe plus. Du coup, ça annule le futur. Ce qui fait que le futur, bon, il y a eu 2 fins dans Terminator 2, mais il y avait une fin, rappelez-vous, Sarah Connor, on la voyait vieille. Dans la tête de James Cameron, le fait que Sarah Connor et John Connor soient débarrassés de tous les trucs de Skynet faisait que ça annulait le futur par lequel Kyle Reese était arrivé. Vous me suivez? Et en fait, quand il pense, ça n'a aucun sens. Pareil, Retour vers le futur. En fait, Retour vers le futur, moi j'adore la trilogie, hein, mais pareil, quand il réfléchit, il mélange plusieurs concepts du voyage dans le temps. Tu peux pas à la fois avoir la notion de réalité parallèle et une ligne de temps continue qui affecte, enfin, que quand tu changes un événement dans le passé, ça va affecter sur le futur. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas avoir les 2 concepts en même temps. Bref, et pour autant, ces films sont cultes. C'est pas grave qu'il y ait des incohérences comme ça. Donc finalement, je me suis dit, mais ça sert à rien de réfléchir trop. Le film est divertissant, il te vend quelque chose dans la bande-annonce, il t'attire pour ça, tu te retrouves piégé dans la salle peut-être pour certains, mais vous pouvez toujours aller au shot, ou aller acheter une glace. Et après, c'est du Shyamalan. On se fait surprendre petit à petit. J'ai quand même envie de revoir le film, avec ce qui est dit à la fin en tête, mais je pense que je vais me dire, ah ouais, non mais là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Mais est-ce que c'est pas aussi le principe du cinéma, de se laisser surprendre? Est-ce que c'était pas un petit peu aussi la morale de Christopher Nolan dans Le Prestige?
Je vais vous laisser méditer là-dessus. Vous me direz, je pense que ça va en tout cas énerver des gens. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire putain mais il nous prend pour un con. Moi j'ai aimé le ride. En fait pour moi c'est un film fun, qui se prend pas trop la tête, qui a une première partie que j'ai trouvée vraiment excellente. Voilà, j'irai jusque là, je dirais que la première partie du film, tout ce qui se passe dans la salle de concert, c'est excellent. Tant en termes de réac, d'ambiance, de performance d'acteur, enfin Josh Hartnett j'ai trouvé qu'il bouffait l'écran. Je l'ai rarement trouvé aussi bon d'ailleurs dans un rôle. Tout le casting est impeccable. Et la deuxième partie, ouais, beaucoup plus mitigée, même si après je trouve que c'est sympa d'avoir une prise de risque pareille, parce que Shyamalan aurait pu la jouer hyper safe, il aurait pu faire en sorte que tout le film se passe dans la salle de concert, il aurait pu étendre toutes les scènes, mais non, il a joué la carte de l'innovation, l'innovation à la Shyamalan, et je me dis pourquoi pas. Après, bon, il y a aussi des grosses ficelles, des grosses facilités, des grosses coïncidences qui sont en partie expliquées par notamment le truc qu'on apprend à la fin, mais pas toutes. Tu te dis quand même le mec il est chanceux. Bon, pendant tout le film il y a quand même des moments, il faut qu'il joue au loto quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vraiment très très dur de pas aller dans les détails. Mais je veux vous réserver la surprise parce que je me dis quand bien même j'ai averti que là j'allais passer un full spoiler, je vous connais, vous allez tout écouter et après vous allez vous renouer le truc et vous allez vous dire ah mais non du coup j'y vais pas. J'ai pas envie de ça. Moi, quand on a des projets comme ça, il faut y aller. Pour moi, il faut soutenir ce genre de projet au cinéma. Oui, je vous ai pas spécialement conseillé Maxine, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je vois qu'il y a des gens qui m'ont dit ah mais du coup j'ai regardé X et Pearl et finalement j'ai bien envie d'aller voir Maxine. Mais écoutez, tant mieux, qui vous fera un avis. Mais je trouve que c'est un projet qui prend des risques. Voilà. Et vous voyez Josh Hartnett, vous allez vous dire il fait une fixette sur lui, mais ça fait tellement plaisir de voir ce genre d'acteur. Vous voyez, quand je vous parle d'acteurs qui ont du charisme, de la prestance, voilà ce que je veux au cinéma. Ça, c'est un mec qui envoie. Putain, d'ailleurs, j'adore le petit manteau beige moutarde là qu'il porte dans le film. Si quelqu'un a la référence, si vous trouvez la référence exacte de ce manteau, dites-la moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous jure, j'ai passé 2 heures à chercher, j'ai pas trouvé. Mais il bouffe l'écran, quoi. On y croit. Puis il inspire de la sympathie. Donc Josh Hartnett, je pense qu'il s'est beaucoup renseigné sur comment pensent les tueurs en série. En fait, moi j'ai beaucoup pensé à Ted Bundy pendant le film. On voit qu'il a vraiment bien bossé son rôle. Il paraît hyper sympathique en tueur. Voilà. Et t'as vraiment envie qu'il s'en sorte. Moi j'étais à fond derrière lui pendant tout le film. Je pourrais vous dire que la toute fin m'a un tout petit peu déçu. J'espère qu'il n'y aura pas de suite. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Je préférais que ça reste un one-shot. Mais voilà, j'ai bien aimé la façon dont il compose son perso, j'aime bien son sourire forcé, qui est très inquiétant parfois. À la fois le sourire qui est parfois totalement figé, le regard qui peut passer d'un truc très amical à glacial. Enfin, vraiment, il a une palette de jeux qui est exceptionnelle, et puis ouais, non, il bouffe l'écran. Mais à contrario, le Comte de Monte Cristo, je veux pas descendre le film encore une fois, mais c'est pour ça que j'ai pas fait de critique. Pierre Ninet, pendant le film, je me suis dit, quel dommage que ça soit Pierre Ninet, quoi. Pourquoi c'est Pierre Ninet? Mais moi, je veux des Josh Hartnett partout, quoi. Je veux des acteurs comme ça, pourquoi il n'y en a pas plus? Et c'est tellement con qu'il ait disparu autant de temps, quoi. Je suis tellement frustré, est-ce que je suis le seul? Dites-moi que je suis pas le seul. Je te l'ai jamais dit, mais je t'aime, tu sais. Ouais, je suis pédé. Bref, je suis plutôt content. Moi, je suis plutôt content. J'ai pas envie de m'étaler parce qu'après, voilà, je vais vous gâcher des trucs. Je vais réécouter encore une fois la BO. Là, j'ai passé une bonne partie de la journée à l'écouter. Je vais encore l'écouter et je vais découvrir ce qu'elle a fait d'autre. Parce que là, je me suis cantonné à ce qu'elle a composé pour le film, Saleka Shyamalan. Je vais écouter ce qu'elle a fait d'autre et je vais la suivre. Je pense que c'est une grande artiste en devenir. En tout cas, moi, je dis chapeau pour avoir composé 14 chansons aussi bien. Attention, c'est pas non plus des ultimes chefs-d'œuvre, mais c'est quand même bien, c'est pas facile de composer des chansons de cette qualité. En 6 mois, moi, ça force mon respect. Vous savez, souvent, quand vous avez un artiste, que ce soit un réalisateur, un acteur, etc., qui est très talentueux, les enfants, c'est jamais la même, enfin rarement. C'est pas facile. Souvent, on compare les enfants à leurs parents, quand c'est des acteurs qui ont percé, des musiciens qui ont percé. Parfois, il y a des... Vous voyez, les fils de John Lennon, notamment qui a vachement de talent, ils sont restés dans l'ombre. Manu Lanvin, qui est le fils de Gérard Lanvin, qui est dans la musique, qui est vachement doué, il est resté dans l'ombre aussi. C'est pas facile d'être le fils d'un artiste très très connu. Et cette fille, je pense qu'elle
je pense qu'elle va devenir quelque chose. Je doute qu'elle reste dans l'ombre parce que je trouve qu'elle a un sacré talent. C'est le cas aussi des artistes que j'ai cités, hein, des enfants que j'ai cités, mais elle, là, elle m'a bluffé dans le film. Voilà, je suis très très content. Après voilà, pas un chef-d'œuvre. Je vous dis, en fait, j'ai tellement de réserves. Je vais pas vous dire, j'étais tellement déçu par la deuxième partie parce qu'au sein de la séance, j'ai été pris tout du long. J'ai vraiment été happé. Je me suis dit, mais où est-ce que ça va aller? C'est quoi l'ultime twist? Et c'est juste à la toute fin, ça a mis un peu de temps à décanter, mais je me suis dit, ah, c'est dommage que la deuxième partie soit pas au niveau de la première. Donc j'ai beaucoup de réserves voilà, sur cette deuxième moitié, et en même temps, je me dis, c'est bien que ça soit pas resté un huis clos. C'est bien de prendre des risques. Donc j'ai envie de dire, bon petit film, qui se prend pas la tête, qui est frais, que je reverrai avec plaisir. Pas un chef-d'œuvre, pas au niveau d'Incassable, hein, clairement pas, ni au niveau de Sixième Sens. Je pense même pas que je le mettrai au niveau de Signs. Mais putain, quel plaisir de revoir Josh Hartnett, et quel plaisir de voir un Réa qui a une patte, voilà, qui est pas dans cette espèce d'usine qui formate tous les films, qui ressemble plus à rien. Et grand plaisir de découvrir cette chanteuse, qui s'appelle Saleka. Voilà. Ce sera tout pour moi, messieurs, dames, j'espère que je vous ai pas trop gonflé. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin dans la critique, on en reparlera en live si vous voulez. Foncez le voir et j'ai hâte de vous lire, j'ai vraiment hâte de voir les retours, je pense que ça va diviser, mais allez le voir comme ça, vraiment, en vous prenant pas la tête et en essayant de prendre tout ce qui est bon dans le film, parce qu'il y a vraiment des qualités. Voilà, vous concentrez pas sur les problèmes scénaristiques liés à la fin, qui remet tout en question, si bien que tu dis, il n'y a plus rien qui tient debout. Vous voyez le positif. Très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et on se retrouvera prochainement pour une prochaine critique de film. Très bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao.